Bienvenue pour ce numéro des non-dits. Nous recevons un jeune qui a osé franchir le pas. Il a rangé plumes et micros pour se lancer dans la conquête du pouvoir en créant le mouvement des patriotes libéraux. Bienvenue Mamadou Wouri Diallo. Merci grand frère, cher René. Merci, j'allais dire, aux millions de digispectateurs des non-dits, mais aussi des millions de lecteurs de Guinée 7. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, voilà, on va aller droit au but. Hein? Oui, droit au but. Je suis prêt. Voilà, c'est un journaliste, c'est pas facile d'interviewer un journaliste. Bon, je dirais plutôt que c'est pas difficile parce que voilà, nous connaissons les codes. Et puis voilà, je pense que ça va être fluide. Ah, d'accord. En tout cas, je ne suis pas prédisposé à si vous voulez, à une fuite en avance ou à fuir les questions. Je suis prêt. Il y a une inversion de rôle. Oui. Aujourd'hui, c'est l'intervieweur interviewé. Alors, première question. Comment vous réussissez votre mue voilà, ce passage du journalisme à la politique? Je rappelle que vous étiez un des animateurs de la célèbre émission Mirador sur FIM FM. Absolument, absolument. Alors, je voudrais dire déjà que ce n'est pas une décision de quitter la corporation, de fuir la presse. Okay. À moins que je sois confronté à un moment donné à cette question d'incompatibilité. Je pense que même si notre média rouvrait demain, je suis prédisposé à rester travailler parce que je me considère comme un journaliste politique. D'accord. J'ai toujours été dans une émission d'opinion, soit dans la position de l'intervieweur ou de chroniqueur, mais depuis longtemps, la chose politique m'a intéressé. Ce qui est différent du journaliste reporter qui doit aller faire le reportage, le traitement, la diffusion, sans y mettre son émotion. De ce point de vue, par le passé, on a vu des politiques être dans les émissions de chronique. Vous le savez, vous avez fait la France et d'autres pays. Ça existe là-bas. Même ici, le feu Kourou Mohamed était dans une émission de chroniqueur politique, mais il était en même temps politique. Donc, est-ce que je peux dire fondamentalement que je quitte la corporation? J'ai dit non. Mais si jamais un jour le média rouvrait et qu'on me confronte à cette réalité, eh bien, je tirerai la conclusion. Je reste en politique. C'est vrai que la politique n'est pas un métier où on prend son sac le matin, on va dans un bureau qui s'appelle la politique. Okay. Non, je trouverai mon gagne-pain à côté. Mais en Guinée, c'est tout comme. Hein? En Guinée, c'est comme. En tout cas, c'est la politique. Ce n'est pas ma conception. La politique en Guinée, c'est un métier. Ce n'est pas un métier, la politique. Il y a des gens qui vivent de ça, ils ont justement leur sacoche et tout ça. Ils ne vont pas dans un bureau, mais ils vont dans des bureaux. Voilà. Alors, c'est tout ça que nous, on veut changer. Ah, d'accord. Et comme je le dis, si je ne peux plus exercer en studio, eh bien, je trouverai un gagne-pain, je trouverai un boulot qui me permettrait de vivre, parce que pour moi, la politique, ce n'est pas ce qui doit me permettre de vivre, mais c'est le champ qui doit me permettre d'exprimer mon idée, ma philosophie sur la conduite de la nation, donc lire la marche de notre pays. Pour répondre à votre question, comment la transition se fait, je dirais que c'est naturellement simple. Parce que ce n'est pas une sorte de réincarnation, c'est que faire le pas du journalisme à la politique, c'est une petite ligne qu'on franchit, parce que la différence, c'est la méthode et c'est le champ d'action. Comme je vous l'ai dit, moi, je me considère comme journaliste politique. Nous sommes dans les studios tous les matins. Nous analysons l'actualité politique. Nous décryptons les actions des dirigeants chaque jour. Donc, de ce point de vue, les acteurs politiques, eux, font la même chose, sauf que c'est dans les champs différents et des méthodes différentes. Donc, je change juste de levier pour faire la même chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Apparemment, vous n'aimez pas trop ces partis politiques parce que vous préférez être indépendant. Et pourquoi ne pas adhérer à un parti politique? Voilà, prendre la carte d'un parti politique et faites votre politique. Vous avez préféré être indépendant. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, toutes ces années durant dans les studios, nous avons analysé les actions des hommes politiques, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont au pouvoir, comment est-ce qu'ils se conduisent, les uns et les autres, mais aussi les attitudes des citoyens, de nos compatriotes, de nous-mêmes. Et donc, avec le recul, moi je dis, si toutes ces années-là, ces grands maux de notre société qu'on a tant dénoncés, sur lesquels on a alerté, pour lesquels on a même proposé des schémas de solutions, des alternatives qui n'ont pas été prises en compte par les politiques, je me pose moi-même en alternative, je me pose moi-même en donneur de solutions. Donc, pourquoi aller s'aligner derrière quelqu'un? Tout de suite, la voie que j'ai trouvée, c'est de nous frayer nous-mêmes notre chemin, proposer notre manière de faire, notre vision à nos compatriotes,
au moment venu, ce sera à eux de voir est-ce qu'ils peuvent nous faire confiance, quelle que soit l'échelle de décision. Est-ce qu'on peut déjà savoir ces visions? Quel changement comptez-vous vraiment apporter? Parce qu'il y a plein de personnes quand même. Vous savez, en Guinée, on l'a dit, hein, la politique, c'est le métier qui est le plus aimé. Et tout ça parce que c'est facile d'y accéder et tout. Mais après, il n'y a pas grand changement qu'on apporte pour le pays. Alors vous, dites-nous pourquoi on doit vous croire, pourquoi on doit, on doit espérer avec vous. On doit nous croire parce que nous sommes de bonne foi déjà, parce que nous sommes animés de convictions qui nous amènent à défendre des valeurs pour lesquelles notre pays a souscrit dans le concert des nations. Ce sont ces valeurs-là qu'on a toujours vantées dans nos émissions politiques. Bien avant les médias, j'ai toujours été dans le bénévolat pour ces mêmes valeurs. Et nous venons pour défendre ces valeurs. C'est pour cela déjà qu'il faut nous croire. Parce que, évidemment, toutes ces années, ces réalités n'ont pas changé fondamentalement. Donc, est-ce qu'il faut laisser toujours que ça perdure comme ça? Nous avons dit non. Il faut que nous venions là où les décisions se prennent pour ne pas que nous continuions à être victimes des décisions injustes. Et c'est pour cela que nous venons. Maintenant, en ce qui concerne la vision, le programme, je ne vais pas faire le politicien traditionnel pour juste m'en sortir. C'est un saut précipité que nous avons fait. Rien de tout ça n'était préparé. Ah, d'accord. Donc, je ne peux pas dire que nous avons déjà un projet de société tout fait. Mais notre atout, mes atouts personnels, c'est que nous savons quelque chose de l'action publique parce que nous avons toujours été les lecteurs des politiques publiques, les analystes des politiques publiques. Donc, nous saurons déceler les limites de toutes les politiques publiques dans les grands secteurs, dans les grands domaines de notre vie et pouvoir donc poser le diagnostic et l'alternative. D'accord. Et puis, bien entendu... autrement dit, vous n'avez pour le moment pas de programme. Pas de programme. Nous sommes là-dessus. La réflexion est en cours puisque nous venons de nous lancer. Donc, rien ne sert à mentir comme quoi, ouais, on a un projet de société. Et nous ne comptons pas non plus faire du copier-coller, qui est un raccourci, aller regarder dans un projet de société de X et de Y, faire un copier-coller. Non, nous allons faire un projet, une vision réaliste de la Guinée. Comme je l'ai dit, on va lire toutes les politiques publiques et proposer ce que nous voulons proposer en tenant compte de la réalité de notre pays, mais aussi ses rapports avec le monde entier. Et nous vendrons ça à nos compatriotes dans un temps assez raisonnable pour ne pas bâcler le travail. Oui, tout ça vient après que votre entreprise de presse soit fermée pour des raisons non encore élucidées. On ne connaît pas très très bien pourquoi. Honnêtement. Mais aussitôt après, vous vous engagez en politique, vous voulez être indépendant et vous nous dites clairement aujourd'hui que tout ça n'était pas préparé. Est-ce que c'était tout juste la réaction de quelqu'un qui est frustré, de réactionnaire Oui, quand je dis ça a été le déclic. Parce que dans la vie, il y a toujours un petit truc qui vous fait changer de ligne, d'axe principal ou de décision. Donc ça a été le déclic. Mais quand je dis que tout ça n'était pas préparé, c'est que revenir à la chose politique, de mon point de vue, au plan personnel, était quelque chose de planifié, de prévu. Mais pas pour tout de suite. J'ai commencé déjà par la politique. J'ai activement milité durant mes dernières années universitaires. Et nous avons été sur le terrain lors des élections présidentielles, donc l'élection présidentielle de 2010, avec un parti politique qui a fait un score non négligeable. Je ne suis pas obligé de dire son nom ici sur le terrain. Et donc, ce qui veut dire que la politique, ça m'a toujours intéressé, ça a toujours été dans mes centres d'intérêt. Donc après l'élection de 2010, j'ai fermé la parenthèse, je suis passé aux médias, parce que là aussi, c'est une logique. Les médias, c'est là où on est libre aussi d'exprimer ses opinions, ses idées, de défendre des valeurs. Donc voilà, depuis 2011, je suis dans les médias, à lire, comme je l'ai dit tantôt, la marche de notre pays. Donc si tout d'un coup, on nous bloque, je me sens un peu isolé du champ public. C'est que je n'ai plus la possibilité de rester sur le champ public, de participer au débat public. Alors je me dis, je ne peux pas accepter ce fatalisme-là. Je peux faire le pas. Alors aller sur le champ politique pour continuer à participer au débat public, au débat national comme nous le faisons maintenant. Je me dis que c'est un droit naturel pour moi de parler de la vie de mon pays. Parce que la démocratie nous offre
cette liberté, cette possibilité, parce qu'on dit que nous sommes dans un état de droit. L'état de droit nous offre cette possibilité de dire comment notre pays marche, comment est-ce qu'il ne marche pas, qu'est-ce que je propose. Donc je me dis, je fais le pas. J'avais prévu que dans 5 ans, je revienne activement à la politique, mais le contexte étant ce qu'il est, qui chamboule tous les calculs, pas que mes calculs à moi, vous, vos calculs. Vous aviez planifié des choses entre 2021 et maintenant. Le contexte actuel aura tout chamboulé. Les acteurs économiques, les agents économiques, les opérateurs économiques, ils ont changé beaucoup de choses. Ceux qui importaient 5 conteneurs de marchandises avant, l'ont réduit à 1 conteneur. C'est le contexte qui a fait qu'ils ont changé. Des investisseurs qui avaient prévu de venir en Guinée avec 20 millions de dollars, aujourd'hui, ils en sont à 1 seul million de dollars avec les risques. Le climat économique et tout ça. Donc, ça a chamboulé tous les calculs, y compris le mien. Donc, j'ai dit, alors, j'anticipe. J'aurais voulu que j'ai beaucoup d'argent un peu bancarisé, comme on le dit, tout politicien en Guinée, soit il est ancien ministre, ancien premier ministre, un opérateur économique, il a beaucoup d'argent. Il faut que j'ai mon siège. On va revenir sur ce point. Tout ça n'était pas prêt, mais je me suis lancé. Voilà pourquoi j'ai dit que tout ça D'accord. n'était pas préparé. Okay. Et alors, je décide de faire le grand saut. Alors, nous vous rappelons que nous sommes avec monsieur Mamadou Wouri Diallo, ancien animateur de film de la grande émission Mirador. Il a lancé le mouvement des patriotes libéraux de Guinée. Monsieur Diallo, vous pensez que la Guinée, quels sont les grands défis auxquels la Guinée est confrontée? Comment dites-moi, 3 grands défis, selon vous. C'est déjà la moralité, l'intégrité des hommes. Ouais. J'ai entendu un de nos hauts fonctionnaires, anciens fonctionnaires bien sûr, de l'administration, qui disait que la Guinée a un problème de ressources humaines. Ouais. Je suis parfaitement d'accord. Ce n'est pas du point de vue de la formation académique. Nous avons des grands cadres. Nous avons aussi des gens qui sont sortis de grosses universités à l'étranger comme ici, qui ont de bonnes formations académiques. Mais la question, c'est l'intégrité des hommes. L'intégrité, d'accord. Et donc, quand les gens intègrent le système qui est en place, ils se métamorphosent de façon spectaculaire. Alors qu'aujourd'hui, notre administration souffre justement de son inefficacité, mais aussi de la question de corruption, de détournement des deniers publics qui fait qu'elle n'est pas productive, qui fait que notre pays, justement, ne bouge pas. Je pense que le premier problème auquel il faut s'attaquer, c'est cela. Et c'est devenu une sorte de conscience collective. Aujourd'hui, quand vous êtes dans l'administration, quand vous ne prenez pas tout pour vous et votre famille, vous êtes un peu maudit. Donc tout le monde est contaminé. Je pense que notre premier problème... Est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment lutter contre ça, par exemple? Tout simplement respecter les principes, respecter sa parole. Ça peut paraître facile, mais je pense que c'est déjà ça. On ne peut pas réinventer une solution. Parce que les règles sont là. Il y a des règles de lutte contre la corruption. Il y a des principes qui disent qu'un fonctionnaire est payé. Il a des primes de fonction, il a etc., etc. Au-delà de ça, vous ne pouvez pas prendre ce qui ne vous appartient pas dans les caisses de l'État. Absolument. Donc, celui-là qui est pris sur ses faits, qu'est-ce qui lui arrive? La loi prévoit. Mais sauf que ça ne s'applique pas dans le pays parce que tout le monde est là-dedans, mouillé dans la même pratique. Personne ne peut sanctionner l'autre. La preuve, c'est que au lendemain de la prise de pouvoir... Vous ne craignez pas un jour d'être pris dans ce truc-là? C'est tellement devenu... La question a bien sa place. La pratique est devenue une sorte de culture qu'on peut même douter de soi. Voyez-vous, à un moment, on se dit, mais est-ce que moi, je peux échapper? Justement, si on est arrivé à se poser la question du genre, est-ce que moi-même, si un jour je suis à leur place, est-ce que je peux échapper? C'est parce que en fait, le cancer a atteint sa métastase. Donc, parce que ceux qui viennent font la même chose. La preuve, elle est là. Ceux qui sont en place maintenant, on a rêvé avec eux. Le lendemain du 5 septembre, nous avons fait le grand rêve avec eux. Comme Martin Luther King a fait rêver. Vous pouvez nous assurer que vous n'allez pas changer? Je prie Dieu tous les jours que je ne change pas. D'accord. Je prie Dieu chaque fois que je fais mes rakats de ne pas changer si jamais j'ai entre mes mains une responsabilité publique de servir la nation, de me contenter de ce qui m'est légalement proposé comme salaire, comme dû et tout le reste, de ne pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Je prie pour cela. Comme je vous l'ai dit, la situation est telle que vous en venez à douter de vous-même. J'étais sur mon raisonnement de tout à l'heure. Après le 5 septembre, on a dit, on va arrêter tout ça. On ne prend plus ce qui ne nous appartient pas.
une petite illustration. Vous avez un agent public aujourd'hui qui a été nommé à un poste X. Il a un véhicule de service. Il a un salaire. Nous savons où il était avant qu'il soit nommé. Ce même agent public aujourd'hui, quand il va accueillir le président de la transition à l'aéroport, qui vient d'une mission, vous le voyez dans un véhicule de $150 000 pour venir accueillir le président qui nous a promis que personne ne prendrait dans la caisse ce qui ne lui appartient pas. Il a garé le véhicule de service, il monte dans un véhicule de 1,5 milliard, il va accueillir le président. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont dans le même cortège. Je prie Dieu que le président puisse bien apercevoir cela pour qu'il se rende compte que le système n'a pas arrêté de produire les mêmes mauvaises pratiques du passé. Comment vous appelez cela? Est-ce que les choses ont changé? J'ai dit non. Alors que les promesses étaient tellement fortes, retentissantes, que nous avions tous fait le même rêve. Malheureusement, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, la situation, elle est même. Donc, c'est notre comment on va dire, qu'est-ce que je vais dire, notre intention, c'est de pouvoir s'impliquer et d'influencer positivement tout cela. Le grand défi auquel on devrait s'attaquer, le grand défi à relever, c'est surtout, comme vous l'avez dit, la corruption, la lutte contre la corruption. Il faut quand même qu'on ait une certaine moralité, qu'on impose une certaine moralité dans l'administration publique. Et il faut que le Guinéen, quand même, qu'il arrête d'être toujours particulier dans le monde. Absolument. Et qu'il, parfois, qu'il pense à la nation, au pays. Alors, il y a le nerf de la guerre. Il y a le nerf de la guerre. Et je crois qu'il va être un peu difficile pour vous, je ne sais pas, surtout en tant que candidat indépendant, de mobiliser des ressources parce que vous ne pouvez pas quand même être à une élection sans ressources. Comment comptez-vous y arriver? Et rien n'est impossible, même si, comme je l'ai dit, notre dynamique a été précipitée, anticipée par le contexte actuel. Mais chaque jour que Dieu fait, nous poussons un pion. Et nous pensons que nous pourrons, dans les possibilités qui nous seront offertes, de mobiliser les moyens qu'il faudra pour Comment vous allez faire concrètement? Vous avez un parrain? D'abord, non, pas de parrain. Nous n'avons pas de parrain. Et nous souhaitons peut-être ne pas avoir forcément de parrain, mais des contributeurs. D'accord. Parce que cela est permis. Les contributeurs ce sont les gens qui vont voter pour vous ou vous avez des gens tapis un peu à l'ombre qui... Ça pourrait être n'importe qui, mais ça doit être d'abord les militants. C'est pour cela qu'il y aura les cartes de membres. Qui seront mises à la disposition des membres qui vont les acheter. Et puis, il y a les militants, je ne comprends pas. Vous n'avez pas de parti politique. Comment vous pouvez avoir des militants? Un mouvement politique peut avoir des membres, des sympathisants. Ah, d'accord. Le concept de militant, il est vague. Oui. Dès lors que vous êtes actif en politique, vous militez. Vous êtes un militant politique. Oui. Donc, de ce point de vue, nous aurons des cartes. Vous n'espérez pas un jour créer un parti politique carrément? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour l'instant, nous optons pour l'option, permettez-moi le pléonasme, des candidatures indépendantes qui arrivent. Parce que là, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un parti politique formalisé et puis décentralisé jusqu'à la base. On n'a pas le temps pour tout ça maintenant. Donc, nous préférons nous engouffrer dans la brèche des candidatures indépendantes. Ce ne sera pas que moi. Il y aura d'autres parmi nous qui, respectés dans leur zone, pourquoi pas M. Traoré, grand journaliste qui a fait ses preuves pour la nation, je préfère être journaliste encore. Non, on peut bien vous tirer vers nous. Peut être candidat indépendant pour friage. L'autre question, c'est quoi? Vous savez bien que chez nous, pratiquement, tout est pratiquement divisé. Les gens sont dans des partis, des grands partis ou encore moins grands et ainsi de suite. Comment vous allez faire pour convaincre les gens à quitter leur parti et vous suivre? Surtout que vous n'avez pas de moyens aussi, pas de moyens financiers. On va déployer ici, on achète les voix. Absolument, c'est la tradition, la malheureuse tradition. Et c'est en cela que nous allons travailler sur une pédagogie de conscientisation de nos compatriotes, d'éveil de conscience de nos compatriotes. Non seulement vis-à-vis de la gestion du pays, par ceux qui sont à la tête du pays, qui ont l'appareil d'État entre leurs mains, mais d'abord par le fait que, traditionnellement, les éléments, les indicateurs qui motivent les gens à adhérer au parti ne sont pas objectifs, ils sont tout simplement subjectifs. Et s'ils sont objectifs aussi, c'est matérialiste, vous l'avez dit, c'est de l'argent. Donc, à changer de perception du militantisme politique. Donc, nous allons déployer cette pédagogie sur le terrain. Nous allons faire du porte-à-porte pour aller expliquer cela aux gens, dire aux gens que nous ne sommes pas des richichimes qui venons distribuer de l'argent pour qu'ils nous rejoignent, mais nous allons leur proposer les idées
les alternatives, les solutions. Si ce sont des vieilles dames, comment est-ce qu'ils vont se retrouver dans notre vision? Si c'est des jeunes étudiants, qu'est-ce que nous leur proposons? Qu'ils sachent qu'une fois diplômés, qu'est-ce qui les attend comme possibilité, opportunité d'emploi? Si ce sont les entrepreneurs, la garantie que nous leur donnerons pour la survie de leur entreprise. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises, certaines sont déjà mortes. Nos médias dont vous parlez là, avant d'être médias, ce sont d'abord des entreprises. Absolument. Donc, ce sont des agents économiques qui emploient des gens. Donc, elles sont tuées. Il y a d'autres aujourd'hui J'imagine que vous avez déjà votre première cible, c'est les jeunes, parce que vous êtes jeune. Absolument. Vous êtes jeune, comme on le constate chez nous. C'est les jeunes, mais vous savez aussi pertinemment que ce sont ces jeunes-là, surtout, qui soutiennent les autres parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Pour appeler un chat un chat. Absolument, absolument. Comment vous allez faire? C'est dramatique. Le discours, la pédagogie. Vous pensez qu'ils vont être sensibles au discours? Oui, ça peut être possible. Possible, le discours que nous apporterons peut changer les gens. En tout cas, nous n'allons pas proposer de l'argent parce que nous n'en avons déjà pas. Oui. Et si nous en avons, nous savons où le mettre. Nous n'allons pas les mettre dans les matchs de gala ou dans les tournois de football. On sait comment aider un jeune à être au diapason des grands enjeux de ce monde. Mieux vaut les réunir pour les former sur leurs droits, leurs devoirs, en rapport avec leur profil, que de les déverser sur le terrain pour aller faire du folklore ou faire du match de gala. Donc nous savons où nous mettrons notre argent, le laps de temps parce qu'il y a une chose qui est claire, nous visons les élections, mais entre le temps où je suis là devant vous et les élections, il faut le consacrer à quelque chose. D'accord. C'est ce que nous ferons, Okay. Notre participation au débat public, mais aussi des formations à l'intérieur de notre parti. Et vous êtes aussi certainement en train de chercher déjà des bailleurs de fonds. Absolument, parce que je suis d'accord avec vous, ça ne peut pas aller avec ça. C'est vrai que des membres peuvent cotiser, mais cela ne suffira pas. Nous chercherons sainement, par des voies saines, des leviers de financement. Très bien, à travers ceux qui nous feront vous confiance. qui êtes issu aussi du monde de la presse, est-ce que, qu'envisagez-vous, par exemple, c'est mon souhait que vous soyez un jour aux affaires. Et comment vous allez faire pour quand même donner à la presse guinéenne toute sa liberté, toute sa splendeur, toute sa noblesse? J'ai fait un rêve. Ouais. Mais ce n'était pas moi l'acteur principal de ce rêve. Et c'était qui? C'était le général Mamadi Doumbouya lui-même. Ah ouais, je n'invente rien. Ok. Je l'ai même confié à certains de mes amis. Ok. Alors, dans le rêve, j'ai vu comme un chef d'État qui venait pour une mission de travail, voir le général Mamadi Doumbouya. Il a fini sa mission de travail et il rentrait. Et comme si de loin, moi, j'observais la scène. Une fois parti, ce chef d'État étranger, il se serait confié à Mamadi ou aurait fait une sorte d'intermédiation ou, si vous voulez, de médiation, trouver le mot qui vaut pour ça. Et puis après, Mamadi, le général, fait un discours pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, on va rouvrir les médias fermés et reconcéder à la presse sa place de quatrième véritable pouvoir. Exactement, les mots sortaient comme ça, comme je les attendais dans le rêve. Je le dis encore entre Dieu et moi, je n'invente rien. Voilà. Alors, ça, c'est le rêve. Maintenant, on va aller au concret. J'espère bien. Qu'est-ce que vous espérez, par exemple, faire de quelle manière? J'espère bien qu'il pourra faire de ce rêve réalité avant de quitter. Si ce n'est pas le cas... Vous, M. Diallo. Évidemment, si ce n'est pas le cas, c'est ce que moi je ferai. D'accord. Si la situation perdure... Comment C'est d'abord comment on va dire, que ce soit la liberté. D'abord, je pars d'un point de vue global, au particulier. Toutes les libertés consacrées par la démocratie sont sacrées. En tout cas, dans l'esprit de la démocratie, bien sûr. Ceux qui n'aiment pas la démocratie vont penser que c'est du verbiage. Certains pensent que la presse, que les journalistes même prêtent le flanc aussi. Dans toute corporation, il y a du bon et il y a du mauvais. D'accord. Donc, il y a du mauvais aussi à l'intérieur de la presse. Oui. Ça ne vaut pas le coup de l'anéantir parce qu'il y en a du mauvais dedans. Je suis d'accord avec vous. Donc, ce que je ferai, c'est de restaurer toutes les libertés publiques, y compris les libertés d'expression, la liberté de la presse. Donner à cette corporation toute sa place. Elle est sanctuarisée jusque-là, mais je crois que maintenant, depuis cette décision, en fait, aux yeux de certains administrateurs, elle ne vaut plus rien. Le journaliste, la presse, un mendiant, le devoir de rendre compte ne les préoccupe plus. Oui, si vous appelez un gestionnaire public aujourd'hui pour dire « je voudrais recouper telle information », il vous dit « mais ce que vous voulez là-bas, tant pis pour vous », parce qu'il a eu le signal depuis là-haut qu'on n'a plus de considération pour la liberté de la presse. Donc lui, agent de l'État, il s'en fout. Dès lors que son chef hiérarchique
jusqu'au dernier degré dans la pyramide, n'y concèdent aucune importance, ça devient banal pour eux. D'accord. Monsieur Diallo, on est malheureusement vers la fin de cette émission. Ça devenait intéressant. Oui, ça va très vite. Mais la dernière question peut-être que je vais vous poser, elle est toute simple. Pourquoi après tout ça, pourquoi après tout, on doit vous croire, vous, on doit avoir confiance en vous au cas d'autres personnes, parce qu'il y en a aussi d'autres, des jeunes et tout ça, qui à un moment donné ont décidé de se lancer en politique et tout, et puis après, ça s'est mal passé. Et pourquoi, en quoi vous êtes différent de tout ce beau monde-là? Je ne suis pas un magicien, mais c'est parce que je suis animé d'une bonne foi, comme beaucoup d'autres d'ailleurs auparavant, avant d'arriver, étaient animés de cette bonne foi. Mais en plus de ça, je suis comme ceux qui ont tout le temps vécu la grosse misère que nous avons toujours décrite dans nos studios. Nous sommes au contact des populations. Nous relayons leurs problèmes. Donc, nous avons toujours vécu ce que nous avons décrié ou relayé dans nos studios. Donc, nous savons où se trouvent les problèmes parce que nous les avons toujours côtoyés. Sinon, nous les avons relayés ou donné la parole à ceux qui les vivent, les grosses misères, les grosses injustices, là où il y a les problèmes. Ceux qui ont des solutions, qui les relaient à travers nous et qui n'ont pas été entendus. Donc, nous avons ces atouts-là et la bonne foi de les matérialiser. Ce n'est pas moi, Ouri, qui, un jour devant, serait le principal magicien. Il faudra pouvoir choisir les hommes qu'il faut, les mettre à la place qu'il faut, leur affecter des objectifs et puis les évaluer au fur et à mesure. Si quelqu'un ne peut pas rendre les objectifs, les résultats qu'on attend de lui, eh bien, il est obligé de céder la place. Désaffilier l'administration de la politique. Il faut qu'il y ait vraiment une reddition des comptes et tout ça. Voilà, et complètement désaffilier l'administration de la politique. Okay. L'administration n'est pas un héritage. Ce que vous voyez, c'est que quand les gens ont les leviers de l'État entre leurs mains, ça devient comme si on a hérité de nos aïeux, alors que elle est à tout le monde. Elle est censée produire des services, des prestations pour tout le monde. Mais dès que les gens viennent, ça devient pour eux, les autres sont devenus des anti-républicains, des gens à marginaliser. C'est tout ça que nous comptons véritablement changer. Et tout ce que je peux dire, je ne suis pas un ancien haut fonctionnaire qui peut se prévaloir de son expérience de 20 ans dans l'administration ou à l'international, animé de cette bonne foi, d'avoir vécu tout le temps ici en Guinée. Nous n'avons pas fui ce pays, sinon nous avons la possibilité d'aller demander l'asile. Ouais. Mais nous avons vécu la grosse misère. Comme d'autres d'ailleurs. Comme d'autres. Ouais. Mais nous avons voulu prendre le risque de vivre les misères d'ici. Nous les connaissons et nous pouvons trouver des solutions pour que le Guinéen puisse aussi... Très bien, merci donc. Voilà. Merci, c'est malheureusement fini. Merci d'être passé. Revenez quand vous voulez. Ce sera un plaisir. Voilà, c'est chez vous. Ça sera un plaisir. Et voilà, nous, on va être là pour vous donner encore, surtout cette nouvelle génération, on va vous donner la parole. Merci. Pour que vous puissiez vraiment l'exprimer. Et alors, vous qui nous avez suivis, continuez encore à nous suivre. Cette émission et toutes nos autres émissions sont sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, ancien, c'est X, hein, X, ancien Twitter. Et puis, ben voilà, sur là où ça rend toc-toc là. TikTok. Alors, ciao, merci et à bientôt.